Quelles sont les origines de la TVA? L'institution en France de cet impôt général sur la dépense est le fruit d'une expérience et d'une réflexion principalement engagée à partir de la Première Guerre mondiale. À cette époque, en effet, se développe, en Europe, l'idée de remplacer les diverses contributions indirectes existantes, qui frappaient certains produits en particulier ou certaines opérations spéciales, par un impôt général frappant l'ensemble des dépenses. L'Allemagne crée ainsi dès 1916 un impôt général sur le chiffre d'affaires, et en France, une taxe sur les paiements est instaurée en 1917, mais cet impôt était encore très inefficace et peu rentable, et c'est la raison pour laquelle dès 1920, on le supprima, et cet impôt fut remplacé par une taxe sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire une taxe sur le montant des ventes. Il s'agissait d'une taxe cumulative, en cascade, perçue sur les transactions commerciales ou industrielles, et qui était perçue donc à tous les stades successifs du processus de production, lors de chaque revente du produit par le fournisseur à son client. En conséquence de quoi, plus le circuit de production était long, plus il donnait lieu à des transactions et plus le produit était imposé. Le mode de fonctionnement de ce type de taxe présentait de sérieux inconvénients, puisque lorsque le processus de production était long, le montant de l'impôt acquitté était élevé, et cela pouvait pénaliser certains secteurs d'activité. C'est pourquoi, entre 1925 et 1936, on a décidé de créer, pour certains produits, d'autres taxes, et cette fois-ci, il s'agissait non plus de taxes cumulatives, mais de taxes uniques, qui semblaient moins pénalisantes pour les longs circuits, puisqu'en effet, la taxe unique sur la dépense, c'est une taxe qui est perçue une fois, et une seule fois, à une étape déterminée du processus de production. C'est une étape qui peut être située au début du processus ou bien à la fin, et l'assiette de la taxe va donc varier en fonction de ce choix. Si l'étape à l'occasion de laquelle est perçue la taxe est proche du début du processus de production, la valeur ajoutée sera relativement faible et donc le rendement de l'impôt sera faible également. Si l'étape que l'on choisit se situe vers la fin du circuit de production, la valeur ajoutée sera plus élevée et le montant de l'impôt aussi. Mais dans un cas comme dans l'autre, à taux d'imposition identique, la taxe unique aboutit à une pression fiscale inférieure à celle qui résulte d'une taxe cumulative, puisqu'elle frappe quant à elle toutes les étapes. Pour le dire autrement, la taxe unique aboutit ou produit des effets beaucoup moindres. Elle est économiquement neutre par rapport à une taxe cumulative. Le système de la taxe unique est apparu séduisant, et donc dans les années 30, le système de taxe cumulative encore maintenu a été supprimé. La loi du 31 décembre 1936 créa une taxe unique qui frappait tous les produits au stade de la production. Cette taxe unique sera cependant assez rapidement remise en cause. D'une part, pour faire face aux besoins financiers de l'État, un mécanisme cumulatif va être établi dès 1939 avec la création d'une taxe d'armement. D'autre part, la taxe unique à la production va soulever certains problèmes. Il était souvent difficile de déterminer dans le processus de production quel était le producteur au sens fiscal. Enfin, le fait que cette taxe donne lieu à un paiement seulement au terme du circuit de production entraînait des retards dans le recouvrement de l'impôt, et puis ce mécanisme facilitait ou incitait à la fraude, puisqu'au fond, il suffisait de dissimuler une étape du processus pour échapper à l'impôt. En 1948, on va donc instituer un autre système, le système des paiements fractionnés, c'est-à-dire que l'on maintient le mécanisme de la taxe unique, mais à la façon des taxes cumulatives, cette taxe unique était perçue à chaque transaction, c'est-à-dire à tous les stades successifs du processus de production. Ça n'était pas une taxe cumulative, puisque
À chacun des stades, la personne ou l'organisme assujetti à l'impôt ne reversait qu'une fraction de la taxe perçue, mais ce système présentait encore des limites et s'inscrivait au sein d'un ensemble complexe de taxes sur le chiffre d'affaires. Bref, le tout n'était pas satisfaisant. Et en 1952, va paraître un ouvrage fondamental de Maurice Laurey, économiste français, qui s'intitule « La taxe sur la valeur ajoutée ». Et dans cet ouvrage, Maurice Laurey suggère de remplacer les différentes taxes sur le chiffre d'affaires qui existent jusque-là par une seule taxe, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et la taxe sur la valeur ajoutée va effectivement être introduite peu après dans l'ordre juridique français par la loi du 10 avril 1954. Elle va être par la suite simplifiée dans son fonctionnement, généralisée dans sa portée, et ces évolutions vont intervenir notamment sous l'influence des directives communautaires du 11 avril 1967 et du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Mais on a bien désormais une TVA à partir du début des années 1950, un nouvel impôt sur la dépense. Et fondamentalement, il faut bien le dire, les évolutions qui vont apparaître sous l'influence du droit communautaire, ce sont des changements qui n'ont pas affecté le procédé dans son principe, ni dans ses caractéristiques essentielles. Quelles sont justement les caractéristiques essentielles de la TVA ? Cet impôt se présente comme un impôt qui s'applique à la quasi-totalité des biens et des services consommés en France, et il est collecté par les entreprises pour le compte de l'État. Le mécanisme fondamental est le suivant. Les entreprises facturent la taxe à leurs clients sur leur vente de biens et sur leur prestation de services. Elles payent la taxe, quant à elles, sur leurs achats auprès de leurs fournisseurs et elles versent à l'administration fiscale la différence entre la TVA qu'elles ont collectée auprès de leurs clients et celle qu'elles ont eu à acquitter, à supporter elles-mêmes à l'occasion de leurs achats. On peut détailler un petit peu le processus. Les ventes de biens et les prestations de services sont pour la plupart imposables au titre de la TVA, c'est-à-dire qu'une fraction du prix facturé par le fournisseur au client correspond à l'impôt, et cet impôt est prélevé par le fournisseur sur le client qui paye le prix. Le prélèvement va donc se reproduire tout au long du circuit de production, en cascade. À chaque fois, l'impôt sera facturé au client par le fournisseur. Le fournisseur va devoir reverser au Trésor public l'impôt qu'il a donc prélevé à chaque fois auprès du client. Cependant, avant d'être lui-même fournisseur d'un bien ou d'un service, il a dû lui-même acquérir des biens ou des services auprès de ses propres fournisseurs. Et donc une fraction du prix qu'il aura eu à payer à cette occasion aura été de la TVA. Et le fournisseur va donc pouvoir déduire cette TVA supportée par lui du montant de l'impôt qu'il a prélevé et qu'il doit verser au Trésor public. Ainsi, pour calculer l'impôt qu'il doit verser au Trésor, le fournisseur va d'abord déterminer le montant de la TVA qu'il a collectée, la TVA brute exigible. Il calculera ensuite le montant de TVA qui a grévé ses acquisitions, c'est-à-dire le montant de TVA qu'il a dû supporter auprès de ses fournisseurs. On parle de TVA déductible. Il effectue alors une soustraction très simple, TVA brute exigible moins TVA déductible, ce qui lui permet d'obtenir le montant d'impôt qu'il doit reverser au Trésor. Et le montant d'impôt dû sera donc égal à TVA brute exigible moins TVA déductible. Le paiement de la TVA intervient de façon mensuelle. Le fournisseur doit verser chaque mois la différence entre la TVA qu'il a prélevée, ce que son chiffre d'affaires permet d'évaluer, et la TVA
qu'il a supportées au cours du mois. Comme on le voit, ce sont les entreprises qui assurent la collecte de la TVA pour le compte de l'État, mais en définitive, l'impôt est bien supporté moins par les entreprises que par les consommateurs, puisque le consommateur se trouve au bout de la chaîne de production et de distribution, lui n'a rien à vendre, il ne va donc pas pouvoir facturer à qui que ce soit de la TVA, il ne va pas pouvoir facturer de TVA à un éventuel acheteur, donc il n'a rien à déduire du montant de TVA qu'il a à supporter à l'occasion de ses achats, qui représente donc une fraction du prix qu'il paye à l'occasion de ses achats. Et c'est donc lui, en bout de chaîne, qui supporte effectivement cet impôt. Convient tout de même d'observer que les entreprises peuvent décider de prendre elles-mêmes en charge une partie de la TVA au profit des consommateurs. Si l'État décide une augmentation du taux de TVA pour certains produits, les entreprises concernées peuvent tout à fait choisir de répercuter l'augmentation de TVA sur leur prix de vente, mais elles peuvent aussi, par exemple, décider de maintenir leur prix de vente au même niveau qu'avant, et dans ce cas, elles diminuent leur prix hors taxe et réalisent moins de profit, mais elles peuvent gagner en compétitivité, et dans ce cas-là, il y a un partage du poids économique que représente cet impôt entre l'entreprise qui consent en supporter une partie et puis son consommateur. Mais d'une façon globale et sous réserve de ce type d'exception ou de pratique, c'est le consommateur, celui qui en bout de chaîne ne peut plus facturer de TVA, qui supporte le poids de cet impôt. Quelles sont les opérations imposables au titre de la TVA ? Les opérations imposables sont définies par les articles 256 et suivants du Code général des impôts, dispositions qui trouvent leur origine dans la loi du 29 décembre 1978, texte qui a transposé lui-même les règles énoncées par la directive européenne du 17 mai 1977. Les opérations imposables sont définies de différentes façons. Et tout d'abord, l'article 256 énonce les critères qui permettent de déterminer si une opération est ou non imposable au titre de cet impôt. D'après l'article 256 du Code général des impôts, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les opérations imposables sont donc celles qui remplissent certaines conditions. Ce sont d'abord des livraisons de biens ou des prestations de services. L'article 256 du Code général des impôts précise qu'est considéré comme livraison de biens le transfert du pouvoir de disposer d'un meuble corporel comme un propriétaire. Et le texte ajoute que sont notamment considérés comme des biens meubles corporels l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires. Concernant les livraisons de biens, cette définition paraît impliquer que les livraisons de biens meubles incorporels, brevets, droits d'auteur, échappent à la TVA. Mais en réalité, ces opérations relèvent bien du régime des prestations de services et sont donc soumises à la TVA. En revanche, les opérations sur les biens immobiliers ne relèvent pas en principe de la TVA et donnent lieu au paiement de droits d'enregistrement. S'agissant des prestations de services, le 4e paragraphe de l'article 256 du Code général des impôts indique que les prestations de services recouvrent notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire. Il ajoute encore à cette liste les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises,
les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection. Enfin, sont encore considérées comme des prestations de service et donc assujetties à la TVA, les opérations qui portent sur les actions, sur les parts de société, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. Lorsque les livraisons de biens ou les prestations de services ne comportent la fourniture d'aucune contrepartie, ces opérations échappent à la TVA. Peu importe que l'opération soit effectuée dans un but non lucratif ou qu'elle ne procure aucun profit à celui qui livre le bien ou offre la prestation de service, ce qui est déterminant, c'est le caractère d'opération à titre onéreux de l'activité en cause. La Cour de justice de l'Union européenne est venue apporter des précisions concernant la notion de prestation à titre onéreux. Dans un arrêt de principe du 8 mars 1988, Apple and Peer Development Council, il ressort de cet arrêt qu'une prestation de service est regardée comme effectuée à titre onéreux à condition qu'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. La mise en œuvre de cette règle fait apparaître que les exclusions du champ d'application de la TVA pour défaut de lien direct concernent essentiellement le secteur des comités économiques et des groupements professionnels, ainsi que certaines recettes particulières, telles que les indemnités et les subventions. L'article 256 grand A du Code général des impôts, qui définit les personnes relevant du champ d'application de la TVA, prévoit que sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent une des activités économiques qu'il détaille à son alinéa 5. On a donc là un autre élément d'identification ou de définition des opérations imposables. Ces activités sont définies, les activités économiques, donc détaillées à l'alinéa 5 de l'article 256 grand A, sont définies de façon large. Il s'agit de toutes les activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Il faut observer que pour autant qu'elles agissent dans le cadre de leur mission traditionnelle, les collectivités publiques ne sont donc pas considérées comme exerçant des activités économiques relevant de la TVA. L'article 256 grand A prévoit ainsi que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. En d'autres termes, leurs activités de service public à caractère administratif, police, justice, etc., échappent globalement à la TVA, n'étant pas considérées comme des activités économiques. L'article 256 grand A du Code général des impôts précise encore, s'agissant donc de ces critères d'identification des opérations imposables à la TVA, que sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent une activité économique de manière indépendante. En d'autres termes, les salariés et assimilés, dès lors qu'ils sont placés dans une situation de subordination, ne relèvent pas, pour leurs opérations, du domaine d'application de la TVA. Et le Code général des impôts ajoute que les personnes qui effectuent une activité économique de manière indépendante sont assujetties à la TVA, quel que soit leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions. Donc il y a bien là une différence entre une activité économique exercée de manière dépendante ou de manière indépendante. Cela détermine l'assujettissement ou pas à la TVA. L'article 256 grand 1 du Code général des impôts vient encore ajouter aux conditions précédentes une exigence selon laquelle l'assujetti
doit agir en tant que tel et donc exclut du champ d'application de la TVA, par exemple, le commerçant qui gère son patrimoine privé. Il faut qu'il agisse en tant que commerçant pour tomber dans le champ d'application de la TVA. Compte tenu de cet ensemble de critères des opérations imposables, le champ d'application de la TVA, on le voit, apparaît particulièrement étendu. L'article 257 du Code général des impôts vient l'étendre encore davantage, puisque ce texte énumère un ensemble d'opérations qui sont soumises à la TVA sans avoir à répondre aux conditions prévues par les articles 256 et 256 A du Code général des impôts. Ce sont les opérations soumises à la TVA, donc par détermination de la loi et non pas en vertu des critères mentionnés. Quelles sont ces opérations soumises à TVA par détermination de la loi? Eh bien, on dénombre environ une douzaine de catégories d'opérations concernées. Ces opérations échapperaient à la TVA si l'on s'en remettait aux critères qui viennent d'être mentionnés et qui sont donc intégrées en vertu de l'article 257 du Code général des impôts dans le champ d'application de cet impôt. Il est ainsi prévu que sont soumises à la TVA les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, dans des conditions que précise l'article 257, en particulier, sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent, les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance, les droits relatifs aux promesses de vente, les parts d'intérêt et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble, et les droits au titre d'un contrat de fiducie représentatif d'un bien immeuble. En vertu de l'article 257, sont également soumises à la TVA les livraisons à soi-même, ce qui représente une très grande part des opérations imposables par détermination de la loi. Il s'agit là des opérations par lesquelles une personne obtient un bien ou une prestation de service à partir de biens, d'éléments ou de moyens qui lui appartiennent. En d'autres termes, l'hypothèse qui est visée ici, c'est celle des opérations réalisées par un assujetti à la TVA qui a la double qualité de fournisseur et de consommateur. Ainsi, quand une personne assujettie à la TVA récupère pour sa consommation propre des produits qui appartiennent au stock de son entreprise, eh bien, l'opération sera imposée au titre de la TVA, et un exemple significatif, c'est celui du fabricant de moteurs pour véhicules automobiles qui prélève certains moteurs sur son stock afin d'équiper des autos qui servent à l'exploitation de son entreprise. Il est redevable de la TVA à raison de cette livraison et peut aussi être cité dans le même sens l'exemple d'une entreprise de bâtiment qui réalise la construction de son propre siège social. L'article 156 bis du Code général des impôts mentionne également les acquisitions intracommunautaires et l'article 291 du Code général des impôts, les importations en provenance de pays tiers. Outre les opérations imposables en vertu de l'application des critères généraux, outre les opérations imposables par détermination de la loi qui viennent d'être mentionnées, la TVA frappe certaines opérations dans la mesure où ceux qui les accomplissent ont opté pour l'assujettissement à cet impôt. Ce sont donc les opérations imposables sur option. Certains agents économiques qui échappent en principe à la TVA se voient proposer par la loi la possibilité d'opter pour l'assujettissement à cet impôt. Et leurs opérations viennent donc alors potentiellement étendre le champ d'application de la TVA. Quel est l'intérêt d'opter pour la TVA?
En réalité, l'intérêt de l'assujetti est évident. Premièrement, il pourra alors déduire de la TVA qu'il prélève la TVA d'amont, c'est-à-dire la TVA qu'il a supportée auprès de ses fournisseurs et qui grève ses coûts. Deuxièmement, en optant pour la TVA, il échappera à la taxe sur les salaires que doivent acquitter les personnes ou organismes qui paient des traitements, salaires, indemnités ou émoluments et ne sont pas assujettis à la TVA. Enfin, lorsqu'une personne ou un organisme est assujetti à la TVA, ceux de ses clients qui relèvent de la TVA pourront déduire la taxe qu'ils ont supportée lors de leurs achats auprès de cet assujetti, et donc il peut y avoir un intérêt commercial à opter pour la TVA, au sens où cela est favorable aussi à ses clients assujettis à cet impôt. Et tous ces éléments peuvent très sérieusement inciter à opter pour un assujettissement à la TVA. La loi ouvre cette option à certaines catégories de personnes ou d'organismes définis aux articles 260 et suivants du Code général des impôts, et cela concerne en particulier les personnes qui donnent en location des locaux nus à usage professionnel, les collectivités locales aussi, leurs groupements ou leurs établissements publics, sachant que ces organismes peuvent opter pour l'assujettissement à la TVA concernant leurs opérations relatives aux services de fourniture d'eau dans les communes de moins de 3000 habitants, ou bien lorsque le service de fourniture d'eau est assuré par un établissement public de coopération intercommunale dont le champ d'action s'étend sur un territoire de moins de 3000 habitants. Les collectivités peuvent aussi opter pour l'assujettissement à la TVA concernant leurs opérations relatives aux services de l'assainissement, aux abattoirs publics et aux marchés d'intérêt national. Et puis, elles peuvent aussi le faire concernant leurs opérations relatives à l'enlèvement et au traitement des ordures, enlèvement et traitement des déchets ou résidus, lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales. Autre catégorie de personnes ou d'organismes définis aux articles 260 et suivants qui peuvent opter pour un assujettissement à la TVA, ce sont les professionnels de la finance. L'option pourra concerner les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent. Lorsque ces opérations sont exonérées de TVA, il est donc possible de demander sur option leur assujettissement à cet impôt. Sont encore concernés par l'option les exploitants agricoles, et l'option concerne encore les exploitants agricoles, et en particulier les exploitants qui ne sont pas obligatoirement assujettis à la TVA, c'est-à-dire ceux qui réalisent moins de 46 000 € de recettes annuelles. L'option pour la TVA ne doit pas être retenue sans réflexion, même si elle présente un intérêt réel, car ce n'est pas une faculté pour quelques mois, mais une option sur plusieurs années. L'option pour la TVA offerte aux loueurs de locaux nus est une option pour 10 ans, et pour les autres contribuables potentiels, c'est une option pour 5 ans. Le législateur tend ainsi à procurer à la TVA un champ d'application à la fois étendu et stable. Il s'agit d'assurer le meilleur rendement de la TVA, mais aussi d'éviter de trop fréquentes variations de son périmètre, c'est-à-dire du périmètre des opérations concernées par cet impôt. Il convient encore de mentionner les opérations expressément exclues du champ d'application de la TVA. La définition des opérations qui relèvent de la TVA comporte également un versant négatif. Alors qu'elle devrait tomber sous le coup de l'impôt, compte tenu des éléments de définition que nous avons indiqués, certaines opérations sont tout simplement exonérées de TVA. Ces nombreuses opérations exonérées de TVA sont prévues aux articles 261
à 263 du Code général des impôts, et elles peuvent être regroupées en plusieurs ensembles. Tantôt, c'est l'activité entière qui est exonérée. C'est le cas s'agissant des activités d'enseignement, prestation de services et livraison de biens qui leur sont étroitement liés, sont exonérées lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés réglementés, ou encore dans le cadre de la formation professionnelle continue. Et il en va de même des cours ou des leçons de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont directement rémunérées par leurs élèves. Sont également exonérés, et l'on reste dans la même catégorie, c'est-à-dire l'exonération de l'activité entière, les opérations du secteur des assurances, dans la mesure où ces prestations sont assujetties à une autre imposition, les prestations médicales et paramédicales, les opérations des organismes d'utilité générale, c'est-à-dire notamment les services ou les ventes consentis à leurs membres par les organismes à caractère social, éducatif, culturel ou sportif agissant sans but lucratif. Il en va de même des opérations faites au bénéfice de toute personne par des œuvres sans but lucratif lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique. Si ce sont parfois certaines activités qui sont exclues du champ d'application de la TVA, ce sont, dans d'autres hypothèses, certaines opérations qui sont exonérées de cet impôt. Par exemple, certaines opérations bancaires et financières, telles que les opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies, les opérations concernant les dépôts de fonds, de comptes courants, paiements, virements, créances, ou encore l'octroi de crédit sont exonérés. C'est également le cas de certaines locations immobilières, telles que les locations de terres et bâtiments à usage agricole, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières s'agissant de logements meublés, ou de logements garnis à usage d'habitation. En conclusion de ces développements, il est nécessaire de faire certaines remarques au sujet de l'intérêt que présente l'exonération de TVA. Du point de vue du client, l'exonération qui peut concerner telle opération est tout à fait satisfaisante. Lors de ses achats de biens ou de services exonérés, eh bien, il n'aura pas à supporter le poids de la TVA et réalisera donc une économie souvent voisine de 20%. Du point de vue de l'entreprise, l'exonération est bien moins intéressante. D'une part, lorsqu'elle est exonérée, elle ne facture pas de TVA à ses clients, mais corrélativement, elle ne peut pas récupérer la TVA qu'elle paye lors de ses achats auprès de ses fournisseurs. Parce qu'elle achète des fournitures, du matériel informatique ou rémunère des prestations diverses. Les montants de la TVA qu'elle supporte lors des achats qu'elle effectue ne viennent pas diminuer un montant de TVA qu'elle aurait à verser au Trésor. Ne pouvant pas facturer de TVA à ses clients, elle ne peut déduire celle qui grève ses achats. Et donc elle doit la supporter comme un consommateur final. On le voit donc, conséquences de l'exonération sont, du point de vue du client, satisfaisantes, du point de vue de l'entreprise, peu satisfaisantes, d'autant moins que l'entreprise sera soumise simultanément à un impôt particulier, la taxe sur les salaires, à raison de ces opérations exonérées de TVA, puisque cette taxe frappe les entreprises qui ne sont pas soumises à la TVA. Passons à présent à un autre aspect de l'application de cet impôt, la question du fait générateur et de l'exigibilité de la TVA. Le fait générateur de l'impôt, c'est l'événement qui donne naissance à la créance fiscale du Trésor public. Quant à l'exigibilité, elle correspond à l'événement qui donne au Trésor le droit de réclamer le paiement de sa créance d'impôt au contribuable. En principe, il n'y a pas d'exigibilité de l'impôt sans fait générateur et, d'une façon générale, les deux événements vont coïncider. En matière de TVA, cette coïncidence est fréquente mais n'est pas générale. Il faut ici distinguer deux situations. En ce qui concerne
Les livraisons de biens meubles corporels, le fait générateur et l'exigibilité se confondent. Ils sont constitués par le même événement, la livraison du bien. À la date de livraison, la créance du trésor public prend naissance, c'est le fait générateur, c'est également cette date, la livraison du bien meuble corporel, qui détermine l'exigibilité de l'impôt, c'est-à-dire le mois au cours duquel l'assujetti, celui qui a fourni le bien, doit acquitter la TVA. La date à laquelle le client de l'assujetti le paye est en revanche une variable qui n'a aucune incidence sur l'exigibilité de l'impôt. Pour ce qui concerne les prestations de services, fait générateur et exigibilité ne coïncident pas nécessairement. Le fait générateur est ici l'exécution des prestations et l'exigibilité de l'impôt n'intervient qu'au moment de l'encaissement du prix. Lorsque le paiement du prix intervient en une seule fois, la TVA est exigible en un bloc à cette date. Lorsque le prix est payé sous la forme de plusieurs acomptes, chaque encaissement d'acompte rend la TVA exigible à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle sera exigible autant de fois qu'il y aura de paiements partiels, et ce, sur la base du montant de chaque paiement. Nous avons vu les opérations imposables à la TVA, puis le fait générateur de la TVA et l'exigibilité de l'impôt. Nous allons aborder maintenant la question du calcul de l'impôt, le calcul de la TVA, en commençant par un premier point consacré à la détermination de la TVA brute. Chaque assujetti facture à ses clients un certain montant de TVA. Il s'agit de la TVA brute. Et pour déterminer le montant de cette TVA brute exigible, il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Ce qui nous amène à évoquer la base d'imposition de la TVA. Premier point. La base d'imposition de la TVA se compose d'abord du prix. La détermination de la TVA exigible suppose effectivement que l'on connaisse la base d'imposition de cet impôt, et selon les articles 266 et 267 du CGI, du Code général des impôts combinés, cette base d'imposition correspond à tout le prix, mais rien que le prix des ventes et des services. La TVA frappe l'ensemble des éléments qui constituent le prix. Il faut donc prendre en considération non seulement le prix de base, mais aussi tous les frais accessoires facturés séparément aux clients, comme par exemple les frais de transport, les frais de commission, les frais fiscaux ou bien les majorations diverses pour services rendus. Dans la mesure où la base imposable se définit comme le prix et rien que le prix, un certain nombre d'éléments sont exclus de cette base d'imposition. Quels sont ces éléments ? Eh bien, il s'agit d'abord des rabais, des ristournes, des escomptes et autres remises de prix consenties directement aux clients qui viennent en diminution de la base imposable, puisqu'ils sont extérieurs au prix. La solution est logique. Ces réductions diverses constituent des diminutions du prix, et c'est au prix ainsi réduit que l'on appliquera la TVA et non à l'ancien prix. Donc le prix qui donne lieu à facturation de TVA, c'est le prix après imputation des rabais, ristournes, etc., qui ont pu être consentis aux clients. Autre élément qui est regardé comme extérieur au prix et donc exclu de la base imposable, ce sont les reprises. Ce procédé bien connu consiste à vendre un bien neuf, mais à un prix diminué de la valeur du bien ancien du client repris par le marchand. Ce sont des pratiques que l'on rencontre en matière automobile, d'électroménager, etc. Les reprises sont en principe regardées comme des doubles ventes. Par exemple, lorsqu'un garagiste vend une camionnette à un entrepreneur pour 30 000 € hors taxe, avec reprise de son ancien véhicule pour une valeur de 8 000 € hors taxe, eh bien, on considère que chacun effectue une vente. La vente de la camionnette neuve par le garagiste donne lieu à une facturation de TVA à l'entrepreneur. Quant à la vente de son ancien véhicule par l'entrepreneur, elle donne lieu, elle aussi, à une facturation de TVA, à condition, bien sûr, qu'il soit assujetti à la TVA. Il peut arriver que la reprise ne soit pas considérée comme une double vente. C'est le cas
lorsque l'objet repris n'a aucune valeur marchande et que simplement il est voué au rebut. Par exemple, dans le cas des offres de reprise d'un ancien canapé, à l'occasion de l'achat d'un canapé neuf. Dans cette hypothèse, on ne considère pas qu'il y a double vente, et la reprise pourra être assimilée à un rabais. Le prix de vente du canapé neuf diminué de ce rabais sera retenu comme base imposable pour la TVA et donnera lieu donc à facturation de l'impôt. De son côté, la remise de l'ancien canapé par l'acheteur en échange de la réduction du prix d'achat ne donnera pas lieu à facturation de TVA, même si cet acheteur donc est un assujetti à la TVA. Autres éléments qui sont regardés comme extérieurs au prix et donc encore une fois écartés de la base d'imposition de la TVA, ce sont les débours des mandataires. Il s'agit des frais qu'un mandataire, avocat, notaire par exemple, a exposés pour le compte de son client et dont il demande le remboursement. Ainsi, le prix demandé par un avocat à son client et donnant lieu à facturation de la TVA, eh bien, c'est un prix qui ne comprend pas le montant des débours, le montant des frais exposés pour le compte du client. Enfin, il s'agit d'écarter de la base d'imposition les dépôts de garantie ou les cautionnements. Ce sont des sommes perçues par exemple par les loueurs d'immeubles ou les loueurs de véhicules sans pour autant qu'ils en deviennent propriétaires. Ils les détiennent donc seulement pendant la durée du contrat de location de l'appartement ou de la voiture et au terme du contrat, lorsque l'appartement est libéré, lorsque le véhicule est restitué, le dépôt de garantie ou le cautionnement est tout simplement rendu à celui qui l'avait versé. Il est donc logique que le prix pratiqué par le loueur, et qui donne lieu à facturation de la TVA, ne soit pas augmenté du montant des dépôts de garantie ou du montant des cautions. Donc le loueur auquel est versée une somme en garantie ou en caution n'est pas regardé comme ayant prélevé de la TVA à cette occasion. Parallèlement, la personne qui loue un appartement ou une voiture et qui verse une caution ou un dépôt de garantie n'est pas considérée comme ayant acquitté de la TVA à cette occasion. Et donc, dans l'hypothèse où ce serait un assujetti à la TVA qui aurait versé ce cautionnement ou ce dépôt de garantie, eh bien, il ne pourra donc pas déduire de la TVA qu'il a collectée un montant de TVA à ce titre, puisqu'il est regardé comme n'ayant pas supporté de TVA. Effectivement, c'est le cas. Toutefois, dans l'hypothèse où le loueur est conduit à conserver les sommes déposées, donc le dépôt de garantie ou le cautionnement, afin d'effectuer certaines dépenses en raison d'un manquement du client, l'appartement a été détérioré, la voiture a été abîmée. Alors dans ce cas, encore une fois, dans l'hypothèse où le loueur conserve ces sommes, elles seront intégrées à la base d'imposition de la TVA. Deuxième point qui nous intéresse dans la détermination de la TVA brute, le deuxième point, c'est évidemment le taux de TVA. La détermination de la TVA exigible nécessite également la connaissance du taux de TVA. À la base d'imposition, c'est-à-dire au prix hors taxe, il faut appliquer un taux déterminé pour obtenir donc le montant de la TVA brute exigible. En France, la législation connaît principalement 3 taux de TVA dans les départements de métropole autres que ceux de Corse. Et l'existence de plusieurs taux de TVA permet, en principe du moins, de moduler le poids de l'impôt en fonction du type de consommation dans un souci de justice fiscale. Il y a tout de même une idée, disons, distributive. L'idée générale, c'est de soumettre les consommations de produits ou de services de première nécessité à un taux réduit et les produits ou services de luxe à un taux plus élevé. C'est une logique qui rencontre des difficultés parce qu'en réalité, il n'est pas facile de délimiter ce qui relève de la première nécessité et ce qui constitue une consommation de luxe ou superflue. Et l'appréciation de l'utilité individuelle de tel ou tel bien ou de tel ou tel service n'est pas aisée. Alors bien sûr, on peut malgré tout mesurer cette utilité au niveau d'un individu, mais ce n'est pas toujours pertinent ni facile de généraliser des données obtenues à l'échelle d'un individu à l'ensemble de la société. Néanmoins, donc, un certain nombre de produits et de services peuvent être considérés à un moment donné, dans un lieu donné, comme de première nécessité, d'une façon assez évidente. Alors de cette logique distributive, dont la portée est assez discutée,
encore dans un rapport récent du Conseil des prélèvements obligatoires, eh bien, il ressort l'existence de plusieurs taux de TVA, je le disais, et principalement 3 taux. Actuellement, les principaux taux de TVA en France sont les suivants. C'est d'abord le taux normal de 20%. Il s'agit du taux de droit commun de la TVA. Son champ d'application n'est pas défini de manière positive, par énumération, à partir du moment où il vise en réalité toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n'est pas spécialement prévu. Il serait donc difficile d'en donner un champ d'application précis et complet. Ce taux normal s'applique à toutes les opérations pour lesquelles la loi ne prévoit pas l'application d'un autre taux, un taux spécial. Quels sont ces autres taux? Eh bien, donc pour rester aux principaux taux applicables en métropole, il s'agit d'abord du taux intermédiaire, dont le niveau est actuellement fixé à 10%. Il avait été fixé initialement à 7% lors de son instauration par la loi de finances rectificative pour 2011, loi du 28 décembre 2011. Et ce taux a été porté à 10% à compter du 1er janvier 2014 par l'article 68 de la loi du 29 décembre 2012, loi de finances rectificative pour 2012. C'est un taux qui s'applique aux opérations d'achat, aux opérations d'importation, aux opérations d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur un certain nombre de produits. Il s'applique aussi à des prestations de services définies par la loi concernant notamment des secteurs comme la restauration, la rénovation des logements ou l'hôtellerie. Il faut encore mentionner un autre taux parmi ces principaux taux, ces 3 principaux taux, c'est le taux réduit. Ce taux réduit est de 5,5% et il concerne notamment les produits de première nécessité tels que l'eau, les produits alimentaires, les repas dans les cantines scolaires, mais aussi les abonnements au gaz ou à l'électricité, les appareillages et les équipements et services d'aide aux personnes handicapées, ainsi que la culture et notamment les livres et les spectacles vivants. Des textes successifs ont conduit à l'évolution de ces taux de TVA au cours de la période récente. Il y a, vous l'avez entendu, une réforme des taux de TVA qui a pris effet le 1er janvier 2014. Alors sous l'effet de plusieurs textes, la 3e loi de finances rectificative pour 2012 et la loi de finances initiale pour 2014. Alors ce que l'on peut en dire, c'est que, en vue d'assurer le financement du crédit d'impôt compétitivité emploi, le fameux CICE qui venait d'être créé, l'article 68 de la 3e loi de finances rectificative pour 2012 a prévu une modification de la structure des taux de droit commun de TVA applicables en métropole. Et donc il était prévu que le taux intermédiaire de 7% soit porté à 10%. Ça a été effectivement le cas, à compter du 1er janvier 2014. Il était prévu aussi, dans les mêmes délais, que le taux normal de 19,6% soit porté à 20%. Chose faite. Il était aussi prévu que le taux réduit baisse. C'est-à-dire qu'il passe de 5,5% à 5%. Mais il se trouve que la loi de finances initiale pour 2014 est revenue sur cette baisse et a maintenu à 5,5% le taux réduit de TVA, comme nous l'avons vu. Effectivement, il se trouve que l'engagement avait été pris de procéder à des ajustements afin de soutenir des secteurs économiques et de financer des mesures favorables à la croissance et à l'emploi, mais aussi au logement ou à la transition énergétique, et même au pouvoir d'achat des ménages. Et dans cet esprit, eh bien, il a été proposé, à l'occasion de la discussion de la loi de finances pour 2014, il a été proposé d'appliquer le taux réduit, enfin de le maintenir au niveau qui était prévu, tout en l'appliquant à un certain nombre d'opérations d'ores et déjà soumises à ce taux. Voilà. En effet, les assujettis à la TVA ne sont pas redevables au Trésor du montant de la TVA brute. Ils versent un montant de TVA net, c'est-à-dire après imputation sur la TVA qu'ils ont facturée et prélevée, d'un montant de TVA qui correspond à celle qu'ils ont eu eux-mêmes à supporter
lors de leurs achats, lors de leurs dépenses. Il importe donc d'identifier à quoi correspond cette TVA déductible. En principe, toute TVA facturée à l'assujetti lui ouvre droit à déduction. L'article 271 du Code général des impôts affirme de façon générale que la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. Toutefois, il faut préciser d'emblée que seuls bénéficient du droit à déduction les agents assujettis à la TVA qui ne sont pas exonérés de cet impôt. Et les agents et entreprises qui ont la qualité d'assujettis à la TVA mais bénéficient d'une exonération de TVA devront, quant à eux, supporter l'impôt sur leurs dépenses et ils ne pourront pas récupérer, entre guillemets, la TVA par le biais de la déduction. C'est le cas, par exemple, des médecins ou des assureurs. Il résulte par ailleurs de l'article 271 du Code général des impôts que la TVA qui grève une dépense est déductible dans le cas où cette dépense est affectée à l'activité économique de l'entreprise, c'est-à-dire lorsque cette dépense correspond aux besoins de son exploitation. Par conséquent, une dépense qui constitue un acte anormal de gestion ne donnera pas lieu à un droit à déduction de la TVA acquittée, tout comme une dépense de caractère, par exemple, familial ou somptuaire. Enfin, il faut ajouter, s'agissant des conditions du droit à déduction, que la TVA est déductible à condition de figurer sur un document justificatif. Il peut s'agir d'une facture dans le cas des achats de biens et des prestations de services, d'une déclaration de l'entreprise dans l'hypothèse d'une livraison à soi-même, ou encore d'un document délivré par les douanes dans le cas d'une importation. Il faut souligner ici que certaines opérations, ou pour le dire autrement, les opérations qui portent sur certains biens ou services, donnent lieu au prélèvement d'une TVA, mais d'une TVA non déductible par l'assujetti qui doit la supporter. Ces exclusions du droit à déduction sont définies par l'article 206 de l'annexe 2 du Code général des impôts. Elles concernent les frais exposés par une entreprise pour loger à titre gratuit ses dirigeants ou ses salariés, dépenses afférentes à un logement de fonction, dépenses de logement lors de voyages d'affaires, sous réserve de certaines exceptions. Sont concernées aussi les dépenses relatives aux véhicules de transport de personnes, c'est-à-dire, sous réserve de certaines exceptions, les dépenses exposées pour des prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, mais aussi les dépenses faites pour des véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, dès lors que ces véhicules ou engins sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, et pour les éléments constitutifs, les pièces détachées, les accessoires de ces véhicules et engins. Sont encore exclus de la déductibilité des opérations bel et bien soumises à TVA les dépenses destinées à l'acquisition d'un bien cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, de salaire, de gratification, de rabais, de bonification, de cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. On cite souvent à ce sujet le cas des fabricants de boissons qui offrent gratuitement des parasols aux exploitants de bars, dans le cadre d'opérations publicitaires ou en contrepartie de l'approvisionnement exclusif de la marque de boissons en question. Sont également concernés les cadeaux d'affaires qu'une entreprise offre à ses partenaires ou les avantages en nature attribués aux salariés. Dans ces hypothèses-là, l'acquéreur aura bien supporté la TVA, mais en revanche, elle ne sera pas pour lui déductible. Il convient néanmoins d'observer que la déduction de TVA sur ces dépenses est admise lorsque ces biens sont d'une très faible valeur. Mentionnons encore les dépenses de produits pétroliers, elles aussi exclues du droit à déduction, et également les dépenses venant en paiement de services qui se rapportent à un bien exclu du droit à déduction. Par exemple, dans la mesure où les dépenses d'acquisition de certains véhicules n'ouvrent pas droit à déduction, la TVA qui frappe les dépenses de réparation de tels véhicules
ne sera pas déductible. Quelles sont les modalités de la déduction de la TVA déductible ? Eh bien, ce montant de TVA déductible vient s'imputer sur le montant de la TVA prélevée au titre de chaque mois par l'assujetti. Et lorsque le résultat de l'opération TVA collectée moins TVA déductible est positif, le montant est versé au Trésor. Lorsque le résultat de l'opération est négatif, l'entreprise bénéficie d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt sera pris en compte dans le calcul de la TVA que cette entreprise devra verser au Trésor public les mois suivants, c'est-à-dire qu'il viendra s'imputer sur le montant de TVA collecté au cours du ou des mois suivants. Il peut arriver, mais la situation est exceptionnelle, que la TVA déductible ne puisse pas être totalement résorbée par imputation sur les mois suivants. L'article 271.4 du Code général des impôts prévoit que dans ce cas, eh bien, la TVA déductible peut faire l'objet d'un remboursement. Ce type de situation se présente dans certaines hypothèses, c'est-à-dire lorsque l'existence du crédit d'impôt est chronique et non pas simplement occasionnelle. Cela concerne en particulier l'assujetti qui, en raison de son activité, va devoir acquitter beaucoup de TVA, mais en collectera peu. Le solde mensuel de l'opération TVA collectée moins TVA déductible sera donc négatif de façon habituelle, et cela concerne les entreprises, par exemple, qui vendent des produits soumis à un faible taux de TVA et qui doivent donc nécessairement supporter sur leurs achats un taux de TVA plus élevé que celui qu'elles pratiquent sur leurs ventes. Par exemple, les fabricants de produits à usage agricole, les engrais, ce qu'on nomme les amendements calcaires qui servent à adapter le pH du sol, les fabricants de produits à usage agricole sont dans cette situation puisqu'ils vendent des produits soumis à un taux réduit de TVA, mais que la plupart de leurs achats, naturellement, vont porter sur des produits ou des prestations soumises au taux normal de 19,6%. Et puis, peut également conduire au remboursement de TVA l'hypothèse dans laquelle, ponctuellement, et non pas habituellement, l'entreprise bénéficie d'un important crédit d'impôt. La situation se présente en particulier quand une entreprise réalise d'importants investissements dans son appareil productif. À cette occasion, elle devra acquitter un montant de TVA très élevé, bien supérieur au montant total de la TVA qu'elle prélève habituellement au cours de l'année. Et donc, il pourra y avoir effectivement remboursement de TVA. Le remboursement de la TVA déductible qui n'a pu être imputée intervient en principe de façon annuelle. Et lorsque l'assujetti est en situation créditrice à la fin de l'année civile, il bénéficie de plein droit du remboursement de l'excédent de la TVA déductible dès lors que celui-ci atteint au moins 150 € au 31 décembre de l'année concernée. Mais le remboursement peut aussi, par exception, être mensuel et même trimestriel. Nous en venons à présent au paiement de cet impôt, la TVA, puisque nous avons à présent calculé la TVA brute et la TVA exigible. Eh bien, une fois que la TVA exigible est bien déterminée, il appartient à l'assujetti de régler le montant qu'il doit au Trésor. À cet égard, il faut distinguer 3 régimes. C'est d'abord le régime du réel normal, qui est le régime applicable aux entreprises qui ne sont placées ni sous le régime des micro-entreprises, ni sous le régime du réel simplifié, sur lesquels je reviendrai dans un instant. Sont soumises de plein droit à ce régime les entreprises dont le chiffre d'affaires excède les limites légales fixées par l'article 302 septies A grand 1 du Code général des impôts, limite appréciée hors TVA et taxes assimilées. C'est donc le régime applicable aux entreprises les plus importantes. Et en ce qui concerne ces entreprises, le paiement de la TVA est mensuel et elles doivent adresser à l'administration fiscale une déclaration qui détaille le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois écoulé ainsi que la TVA déductible. Le régime du réel simplifié
conformément à l'article 7 A bis grand 3 du Code général des impôts, est un régime qui s'applique de plein droit aux entreprises exclues du régime des micro-entreprises en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires, de leur forme juridique ou de la nature de leurs activités et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la limite fixée par l'article 302 septies grand A1 du Code général des impôts pour relever du régime réel normal. Les entreprises qui relèvent de ce régime doivent verser la TVA au Trésor en 4 fois sous forme d'acompte, et ces versements d'acompte interviennent en avril, en juillet, en octobre et en décembre. Ils sont tous du même montant, calculé en divisant par 4 le montant de la TVA due par l'entreprise au titre de l'année précédente avant déduction de la TVA supportée sur les biens qui constituent des immobilisations. Enfin, troisième régime de paiement de la TVA, c'est le régime qui concerne les micro-entreprises. Il s'applique aux entreprises dont les recettes annuelles hors taxes n'excèdent pas 80 000 euros pour les entreprises de vente, hôtels, restaurants, cafés, et 32 000 euros pour les prestataires de services et professions libérales. C'est un régime de paiement particulier car il a pour effet de dispenser ceux qui en relèvent de payer la TVA. Cette solution est en effet apparue souhaitable car ces contribuables procuraient peu de recettes de TVA. La dispense dont ils bénéficient a donc peu d'incidence sur le volume des ressources publiques et elle permet d'alléger les tâches de gestion de l'administration fiscale tout en simplifiant l'activité de ces petites entreprises. Il peut arriver que les petits assujettis ainsi dispensés du paiement de TVA souhaitent ne pas relever de ce régime. Ils ont alors la possibilité d'opter pour l'un des 2 régimes précédents et ne pas échapper donc à l'acquittement de la TVA. Nous passons à présent dans cette leçon consacrée aux impôts sur la dépense à d'autres impôts qui sont les impôts particuliers sur la dépense. À côté de la TVA, en effet, le système fiscal connaît d'autres impôts sur la dépense de portée bien plus limitée. Ce sont pour la plupart des impôts anciens qui ont un champ d'application spécifique, plus étroit, bien plus étroit que celui de la TVA. Et l'ensemble le plus important parmi ces impôts est formé par ce que l'on nomme les accises, suivant l'expression retenue au niveau européen, et qui correspond en France à la notion de contributions indirectes. Ce sont des impôts dont l'origine remonte parfois à l'Ancien Régime et qui ont connu de sérieuses modifications depuis leur création, droit sur les vins, cidres et bières, droit sur les tabacs, taxes sur les produits pétroliers. Ce sont des impositions relativement archaïques. Compte tenu de leur grand nombre et de leur hétérogénéité, il serait difficile de présenter en détail l'ensemble des impôts particuliers sur la dépense. Mais globalement, encore une fois, ces impôts se caractérisent par un certain archaïsme, car à la différence de la TVA, il est fréquent qu'ils soient perçus à un taux spécifique. Autrement dit, tandis que la TVA connaît des taux ad valorem, en pourcentage de l'assiette, ces impôts particuliers sur la dépense comportent souvent un taux défini en unité monétaire pour unité d'assiette. On n'applique donc pas un pourcentage à une base imposable, mais il s'agit de percevoir X euros par tonne ou hectolitre, etc. de tels produits. Autrement dit, ce sont des impôts qui ne sont pas calculés d'après la valeur des produits, mais d'après la quantité objet de l'opération. Quel est l'intérêt de ces impôts particuliers sur la dépense ? Eh bien, en dépit de ce caractère peu moderne dans leur fonctionnement, ces impôts sont maintenus car ils présentent tout de même de réels avantages. Ils sont anciens et souvent mieux acceptés que d'autres par les contribuables et sont donc relativement rentables. Par exemple, la taxe intérieure sur les produits pétroliers a procuré au Trésor près de 15 milliards d'euros en 2010. Et ces impôts représentent par ailleurs, ce sont là d'autres avantages qui s'y attachent, des instruments de politique publique relativement efficaces, car ils permettent d'agir sur l'équilibre d'un secteur économique déterminé ou sur la consommation de tel ou tel type de produit de façon effective. Ils servent donc facilement de support à des politiques économiques et sociales
et viennent utilement compléter la TVA dans le champ d'imposition de la dépense. Dans cet enregistrement, nous allons aborder deux grands points. Les impôts sur le patrimoine d'abord, auxquels est principalement consacrée cette leçon, et puis les impôts sociaux. Donc tout d'abord, les impôts sur le patrimoine. Dans le système fiscal français, l'imposition du patrimoine ne représente pas une des sources les plus importantes de recettes de l'État. Ce type d'imposition trouve ici davantage sa justification dans des considérations économiques et sociales que dans la recherche de sources de financement pour le Trésor. Il en va différemment en ce qui concerne les impôts locaux sur le patrimoine, puisque les 4 vieilles contributions que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer précédemment, la taxe d'habitation, les taxes foncières et la taxe professionnelle aujourd'hui supprimée et remplacée par une nouvelle contribution, procurent aux collectivités territoriales près des 3/4 de leurs recettes fiscales et environ le tiers de l'ensemble de leurs ressources. Nous allons aborder l'ensemble de ces impôts sur le patrimoine en commençant dans une première section par les droits d'enregistrement. La plupart des impôts français sur le patrimoine frappent la transmission du patrimoine. On parle à leur sujet de droits d'enregistrement. Et l'origine de ces impôts est ancienne. Ils remontent à l'Ancien Régime et en particulier aux droits de vente, aux droits de sceau ou aux droits de centième denier. À l'origine, les droits d'enregistrement avaient le caractère de taxe, c'est-à-dire qu'ils étaient perçus en échange d'un service lors de l'inscription de certains actes juridiques sur des registres officiels. Et cette inscription procurait aux contribuables l'avantage de bénéficier ainsi d'actes ayant une date certaine et jouissant d'une publicité utile, parfois nécessaire d'ailleurs, à la validité des actes en question. La situation est différente aujourd'hui. L'impôt acquitté est en effet sans commune mesure avec le service procuré aux contribuables, et dans certaines hypothèses, le contribuable doit d'ailleurs acquitter des droits sans qu'aucun acte ne soit rédigé. Les droits d'enregistrement présentent un caractère quelque peu archaïque. Leur régime juridique, en effet, n'a pas nettement évolué depuis la loi du 22 Frimaire en 7, qui a fixé donc ce régime juridique. Et ce texte, fondamentalement, reste la base de la législation qui a suivi dans ce domaine. Les réformes législatives qui sont intervenues au début de la Ve République, et notamment les lois du 15 mars 1963 et du 26 décembre 1969, en réalité n'ont pas bouleversé le système. Les droits d'enregistrement, ce sont des impôts occasionnels, fondamentalement. Il y a imposition lorsque vont survenir certains événements, certaines opérations ou bien certains actes juridiques déterminés. Les actes concernés sont énumérés par la loi, et si l'on se reporte à l'article 635 et aux articles suivants, dans le Code général des impôts, on trouve une liste des actes qui doivent faire l'objet d'un enregistrement et qui donc vont donner lieu à une imposition. D'après ces articles, doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date les actes suivants. Ce sont les actes des notaires, les actes des huissiers de justice, les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles. On peut encore citer, sans être exhaustif ici, les actes constatant un partage de biens, à quelque titre que ce soit, ou encore les certificats de propriété, mais aussi les actes qui portent cession d'actions ou encore les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisés de meubles. Les particuliers ont aussi la possibilité de requérir spontanément l'enregistrement d'actes qui ne sont pas soumis obligatoirement à cette formalité. Et ils peuvent donc faire cette démarche spontanément afin de conférer à ces actes une date certaine. En d'autres termes, on peut rencontrer, dans certaines hypothèses, l'enregistrement et donc le paiement de droits d'enregistrement pour des actes qui n'appartiennent pas à la liste que j'évoquais et que détaillent les articles 635 et suivants du Code général des impôts. Les droits d'enregistrement frappent donc certains actes.
Il frappe également les mutations. Les mutations, c'est-à-dire des transferts de biens d'un patrimoine à un autre et qui vont être imposés du seul fait de leur existence. Autrement dit, ces mutations sont soumises à l'impôt même en l'absence d'actes qui les constatent. Les droits d'enregistrement peuvent à ce titre frapper aussi bien les mutations de propriété, les mutations d'usufruit de biens immeubles, les mutations de fonds de commerce, mais aussi les cessions d'actions des sociétés, et sont également imposées, par exemple, les mutations par décès de propriété de biens immeubles. Voilà pour les opérations que frappent les droits d'enregistrement. Il existe différentes catégories de droits d'enregistrement. On peut en effet essayer de les distinguer en fonction du type de tarif qui est appliqué. Et de ce point de vue, donc, 3 catégories de droits peuvent être distinguées. D'abord, les droits d'enregistrement qui présentent un caractère proportionnel, c'est-à-dire qu'ils sont calculés en appliquant un pourcentage déterminé à la valeur des biens concernés par l'acte ou bien par la mutation. Et le taux va donc varier en fonction de l'acte concerné, en fonction de son objet, de son caractère gratuit ou onéreux. Ces droits proportionnels vont concerner notamment les actes d'apport en société et les mutations d'immeubles à titre onéreux. Ils peuvent aussi s'appliquer notamment aux actes qui constatent un partage de biens meubles ou immeubles, ainsi qu'aux inscriptions d'hypothèques. Les actes et mutations peuvent aussi donner lieu au paiement de droits progressifs. On a là donc une seconde catégorie. Ce sont des droits dont le taux va tout simplement varier, augmenter, avec l'augmentation des valeurs auxquelles il s'applique. Cette progressivité avait été introduite en matière de droit sur les successions dès 1901, dans le régime fiscal français, mais elle n'a plus aujourd'hui qu'une portée relativement réduite en matière de droit d'enregistrement. Elle existe en matière de donation ou de succession en ligne directe, et elle existe aussi en matière de donation entre époux. Elle est aussi présente, mais dans une moindre mesure, pour ce qui concerne les transmissions entre frères et sœurs, et pour ce qui concerne également les cessions de fonds de commerce. Et puis, troisième catégorie de droits d'enregistrement, au regard du tarif pratiqué, c'est ce qu'on appelle les droits fixes. Ces droits fixes, ce sont tout simplement des impôts dont la quotité est invariable pour tous les actes classés dans une catégorie déterminée, quelle que soit la valeur des biens en cause. Tout acte qui n'est ni exonéré ni soumis à des droits proportionnels ou progressifs relève des droits fixes qui forment le régime de droit commun en matière de droit d'enregistrement. Il faut encore préciser qu'en principe, le paiement des droits d'enregistrement doit s'effectuer préalablement à l'enregistrement de l'acte, préalablement à l'opération concernée, et ce paiement s'effectue normalement en numéraire ou en chèque, mais il peut aussi être effectué en valeur du trésor ou par la remise d'œuvres d'art. C'est la fameuse dation en paiement que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans un autre enregistrement.